l'enquête hongroise. Il est parfaitement de l'actualité, puisque vous êtes engagé dans la liste En Marche. Est-ce que Viktor Orban, c'est pas le parfait exemple finalement de ce que vous dénoncez, c'est-à-dire le populisme? Ah oui, ben bien sûr, c'est pour ça que je suis allé passer un mois en Hongrie avant d'aller ensuite en Pologne, en Autriche et en Italie, les 4 pays de l'Union européenne qui sont gouvernés à l'extrême droite et par des gens qu'on va dire au minimum eurosceptiques, pour ne pas dire europhobes. Et Viktor Orban certainement a poussé le plus loin en Hongrie l'évolution qu'il appelle lui-même de ses voeux et qu'il a défini comme étant la démocratie illibérale, ce qui ne veut absolument rien dire, le mot n'existe pas. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une démocratie illibérale? Eh bien, c'est un régime dans lequel on vote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dictateur comme un empereur romain ou un monarque absolu, tout simplement. Il y a des votes. Pour les législatives, c'est un système parlementaire, donc le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, il vote tous les 5 ans, ou 4 ans d'ailleurs, je ne sais plus en Hongrie, vous vérifierez, on vérifiera. Mais à part cela, il ne reste à peu près plus rien du fonctionnement d'une démocratie. L'indépendance de la justice a été plus que mise à mal, la liberté de la presse n'existe plus, c'est fini. Il y a un système de contrôle de la population par le biais d'un système de travail d'intérêt général qui remplace les indemnités de chômage. Et ce système de travail d'intérêt général est organisé par les municipalités, contrôlé pas tout le temps, mais la plupart du temps par le parti du Premier ministre, le Fidesz. Et naturellement, quand on dépend de Monsieur le maire et de la majorité municipale pour avoir un travail de substitution, ben voilà, on peut vous demander par exemple d'apporter une photo prise avec votre téléphone portable dans l'urne, non pas dans l'urne, dans l'isoloir pour montrer pour prouver qu'on a bien voté, etc., etc. Et donc vous arrivez à Budapest, c'est pas du tout l'atmosphère des années 30 dans l'Allemagne nazie ou des années 30 dans l'Italie mussolinienne, non. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Hongrie, il n'y en a aucun, absolument aucun. Budapest, surtout l'été, est une ville généreuse, jeune, qui rappelle Venise un peu par le nombre de touristes venus des 4 coins du monde. Et donc, vous n'avez pas du tout un sentiment d'oppression dictatoriale comme vous pourriez en avoir en arrivant où aujourd'hui d'ailleurs. Parce que sentiment d'oppression dictatoriale, vous ne l'avez pas non plus à Istanbul, hein, quand vous arrivez à Istanbul aujourd'hui, et pourtant, où est-ce qu'on aurait ce sentiment qu'on avait dans la Grèce des colonels, le Chili de Pinochet? Non, c'est pas ça. C'est autre chose qui s'invente, qui n'est pas le fascisme, qui n'est pas les dictatures militaires classiques d'Amérique latine dans les années 60-70. Non, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Qu'un de mes copains, politologue hongrois, me définissait comme un autoritarisme électif. Alors ce n'est pas très joli, je préfère ce joli mot de démocrature, démocratie, dictature, mais autoritarisme électif, c'est extrêmement précis. C'est vraiment
c'est un très bon politologue qui a forgé ça, c'est très très précis. C'est pas une dictature, c'est un autoritarisme. Et il y a des élections. Et il y a des élections, regardez ce qui se passe, ce qui vient de se passer en Turquie. Et bien justement, on peut les perdre, les élections. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Et regardez ce qui se passe en Russie. M. Poutine n'a pas perdu les élections. D'abord, il n'y en a pas en ce moment. Mais quand on regarde les courbes des sondages, sa popularité décroît à vitesse grand V. Je pense qu'il sera réélu, qu'il se débrouillera pour se faire réélire à la prochaine élection présidentielle. Mais il perd du terrain aujourd'hui. Monsieur Orban n'a jamais dépassé les 50%. Il gouverne parce que en face de lui, l'opposition est tellement éclatée que c'est lui qui a le pouvoir. D'ailleurs, c'est le même phénomène en Pologne. Le parti Droit et Justice, de la droite conservatrice au pouvoir, ne dépasse pas les 40% en Pologne. Mais, de nouveau, les oppositions sont tellement éclatées, contradictoires, perdues, intellectuellement et politiquement, qu'ils gouvernent. Ce n'est pas la même situation en Autriche et en Italie. Donc, ces 4 pays ne forment pas un bloc homogène, de même que les nouveaux partis d'extrême droite en Europe et à travers le monde ne forment pas du tout un ou des blocs homogènes. Pour les Polonais, pour la droite conservatrice polonaise, Madame Le Pen et Monsieur Salvini sont des agents de Moscou. Et pour un conservateur polonais, être un agent de Moscou, c'est pas bien vu, du tout, du tout. Il y a des raisons historiques à ça que tout le monde, que chacun peut avoir en tête. Monsieur Salvini en Italie dépense beaucoup d'argent sur le budget, emprunte énormément, et aux yeux de ses amis de l'extrême droite autrichienne, qui est au pouvoir dans une coalition avec la droite, c'est un crime épouvantable, parce que cela ébranle aux yeux de ces Autrichiens monétaristes et rigoristes, cela ébranle leur monnaie, l'euro. Et donc ils en veulent beaucoup à leurs amis, pourtant, politiques italiens. Monsieur Salvini voudrait que les autres pays européens, et il a tout à fait raison sur ce point d'ailleurs, prennent leur part du fardeau que représente l'arrivée de migrants sur les côtes italiennes. Évidemment, s'il demandait à sa grande amie Madame Le Pen ou à son grand ami Monsieur Orban de prendre des réfugiés ou des migrants qui sont aujourd'hui sur les côtes italiennes, vous imaginez la réponse. Et on pourrait multiplier, je ne dirais pas à l'infini, mais vraiment la liste serait longue. L'extrême droite néerlandaise, menée par Monsieur Wilders, j'ai oublié le nom de son parti, ce n'est pas vraiment fondamental. Monsieur Wilders en est toujours à l'idée qu'il faut que les Pays-Bas sortent de l'Union européenne, alors que Madame Le Pen n'appelle plus au Frexit. Elle a beaucoup évolué sur ce point. Enfin, bon. Justement, oui, oui. t'as une question? Ouais, là c'est plus par rapport Moi, c'est plus par rapport aux élections européennes qui approchent du coup dans très peu de temps. Vous êtes numéro 8 sur la liste LREM, si je me trompe pas. Non, sur la liste Renaissance. Renaissance, pardon. Voilà. Désolé. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on vous a proposé ou c'est vous qui avez pris l'initiative? Non, on me l'a proposé. On me l'a proposé et je n'ai pas cru pouvoir dire non pour 2 raisons. C'est que, d'une part, ça aurait été inconséquent de la part d'un homme comme moi qui dit et écrit depuis 30 ans avec véhémence, conviction qu'il n'y a rien de plus important que l'unité européenne, ce que je pense réellement. Et on me propose de poursuivre cette bataille sur les bancs du Parlement de l'Union européenne, et j'aurais dit non, écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter. Ben non,
ça n'aurait pas été très logique. Et deuxièmement, je pense, on en parlera pendant cette rencontre tout à l'heure, je pense que aujourd'hui, le degré de menace à la fois sur l'unité européenne et sur chacun des pays qui composent l'Union européenne est tellement élevé qu'il y a vraiment une bataille à mener, qui est capitale pour la défense de nos pays. En l'occurrence la France, puisque nous sommes français, mais pour la défense des 27 ou 28 pays de l'Union. Donc j'ai dit oui. Chaque nuit, je me demande si j'ai bien fait, mais je l'ai fait. Justement, en ce moment, il y a un petit flottement dans les sondages avec la liste, et qui peut se faire dépasser par le sondage national. Vous êtes sur cette liste, est-ce que ça vous fait pas peur, finalement, que le 26 mai, le Rassemblement national soit devant? Bien sûr que ça me fait peur. Bien sûr que ça me fait peur, mais hélas, aux dernières élections européennes en France, déjà le Front National était le premier parti de France. Ça ne serait pas une nouveauté. Ça ne me consolerait pas, mais le fait est que ça ne serait pas une nouveauté. C'est encore possible de repasser devant? De repasser devant? Oui. On est à 20 jours des élections, ou 19, je ne sais plus. À 20 jours des élections, à 3 semaines, on va dire, des élections. Oui, bien sûr que les choses peuvent changer. D'autant que 2 sondages les ont mis devant la liste Renaissance. 2 sondages que je ne néglige pas. Je pense que, malheureusement, il y a là un signe d'une évolution. Mais bon, ce ne sont que 2 sondages et leur avance est très minime. Donc ce n'est pas joué. Bien sûr que non, ce n'est pas joué du tout. Mais le danger est absolument réel, bien sûr que oui. Et avec tous les petits, entre guillemets, quoi, qui se sont produits, le Mediapart qui sort sur la liste de Madame Loiseau, vous n'êtes posé aucune question? Vous n'êtes pas dit à un moment... D'abord, j'étais déjà candidat, donc oui, c'était trop tard. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas dit, parce que la liste n'est pas encore déposée à l'époque, vous n'êtes pas dit, j'ai peut-être fait le mauvais choix? Vous n'avez eu aucun doute? Non, parce que ce ne sont pas ces bêtises qui à mes yeux sont absolument sans importance, qui pouvaient me faire changer d'avis, qui pouvaient me faire changer d'avis. Je me suis engagé pour les raisons que je vous ai dites, qui sont beaucoup plus importantes que... Est-ce que Madame Loiseau était consciente qu'il y avait des gens d'extrême droite sur la liste de droite sur laquelle elle s'est présentée il y a 40 ans ou 35 ans ou je sais pas quoi, quand elle avait 20 ans? Franchement, ça n'a absolument aucune importance. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Est-ce qu'elle sait bien choisir ses mots quand elle dit j'ai été regardée comme une romanichelle quand je suis arrivé pour prendre la direction de l'ENA? Non, elle ne savait pas bien choisir ses mots. Ce mot était, en termes diplomatiques, puisque Madame Loiseau est une diplomate, était un mot malheureux. Mais est-ce que c'est un drame? Non, absolument pas. C'est pas ça le problème. C'était, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes parti de France Inter. En juillet dernier, oui. Voilà, merci. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'après ces élections européennes ou après les 5 prochaines années, est-ce que vous pensez pouvoir, ou même voulez-vous retourner dans le journalisme? Mais je n'ai jamais quitté le journalisme. Ce n'est pas parce que j'ai quitté France Inter que je n'étais plus journaliste. J'ai quitté France Inter pour faire ce livre et d'autres. Enfin, maintenant, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, celui-ci, c'est du journalisme. Ce n'est que du journalisme. C'est pas un essai de sciences politiques ou de philosophie ou quoi que ce soit. C'est un reportage. Un reportage. Je suis même beaucoup plus journaliste à mes yeux dans ce livre que je ne l'étais comme chroniqueur de France Inter. Et même si je suis élu et que j'exerce la fonction de député, qui n'est pas un métier,
Vous voyez bien la différence. Mon métier restera, je ne sais en exercer aucun autre, mon métier restera le journalisme et je ne m'interdirai certainement pas de continuer à faire des articles, je ne sais pas, un blog, je n'en sais rien encore, mais une forme de journalisme ou l'autre quand je serai député, si je le suis. Quant à revenir à France Inter, non. En tout cas pas comme chroniqueur. J'ai fait ça pendant 27 ans, ça va, ça suffisait. Mais il y a 1000 métiers dans le journalisme. Enfin, 1000, j'exagère un peu, mais enfin, il y en a vraiment beaucoup, de très très différents. Et puis, prenez en compte une troisième dimension, c'est que dans 5 ans, j'aurai 73 ans. Je ne sais pas, mes rosiers ont beaucoup d'attrait aussi, quoi. D'ailleurs, quand vous êtes parti de France Inter et que vous avez rejoint la liste En Marche, enfin, un peu plus tard, Shirley Bonhoeffer, la matinale, a fait une chronique. Oui, dont elle aurait pu se passer, oui. Vous avez réagi comment? C'était, je rappelle le titre, c'était Ivre, Bernard Guettard aux journalistes à la République En Marche. Vous avez réagi j'étais dans mon lit, en train de boire un café qui a failli se renverser sur le drap. Et j'ai pensé à appeler mes amis ouzbeks. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je suis contre la peine de mort, même dans les cas aussi graves que celui-là. Et voilà. Mais c'est par pure humanité que je ne l'ai pas fait. On vous en serait gré. Bon, encore deux questions. Vous avez rejoint la liste En Marche, pourquoi pas une autre? Parce que par exemple, il y a le PS, il y a l'écolo, il y a plein de listes à gauche. Pour deux raisons. Pour deux raisons. C'est que c'est eux qui me l'ont proposé, pour commencer. Ce qui compte. Je n'ai pas été demandé à des listes différentes. Est-ce que vous voudriez bien de moi? Ils sont venus me le proposer. Et deuxièmement, parce que il y a une chose que j'admire profondément chez Emmanuel Macron, j'ai bien dit une chose, c'est qu'il ait mené sa campagne présidentielle devant le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne, et qu'il ait fait retentir au soir de son élection, dans la cour du Louvre, l'hymne européen, c'est-à-dire l'Ode à la joie. Quand j'ai entendu ça, j'étais devant mon téléviseur et aux premières notes, je me suis dit non, c'est pas possible, je rêve. Et on n'avait jamais vu ça. Et la cause de cet homme, la cause principale, enfin la première des causes de cet homme, il en a d'autres, certainement, est évidemment l'unité européenne. Et là-dessus, je le rejoins entièrement. Le reste, ça se discute. Et vous n'avez même pas justement que sous cet électorat de droite, tout cet électorat de gauche qui n'est pas vraiment à la gauche-gauche, qui n'est pas vraiment à la droite-droite, se retrouve perdu dans ce clivage qui serait soit on est pour l'Europe, soit on est contre l'Europe, c'est-à-dire soit on est pour le Rassemblement National, soit on est pour En Marche. Vous n'avez pas peur justement qu'un jour, parce que certains disent que, par exemple, à droite ou à gauche, ils disent, eh bien un jour, avec ce clivage, ben, ça sera les nationalistes, ça sera le Rassemblement National. Vous n'avez pas peur de ça? Non. Non, parce que je ne vois pas que le problème se pose de cette manière. D'abord, effectivement, à mes yeux en tout cas, le clivage, la mère des batailles, comme m'aurait dit M. Saddam Hussein, la mère des batailles, aujourd'hui, en tout cas pour un Européen, c'est effectivement l'union ou la désunion, à mes yeux. Je le pense depuis 30 ans et je le pense plus que jamais. Deuxièmement, il n'y a pas que le Rassemblement, enfin le Front National, qui soit hostile à l'Union européenne. Il y a des positionnements
très eurosceptiques, on va dire, dans beaucoup d'autres segments de l'opinion, et à l'inverse, il y a beaucoup d'autres forces politiques que celles qu'incarne M. Macron, qui se disent, et je pense sincèrement, attachés à l'unité européenne. Je ne pense pas du tout que les Républicains veuillent défaire l'unité européenne. Pas du tout. Je ne pense pas du tout, évidemment, que les socialistes le veuillent. M. Hamon ne le veut absolument pas. M. Jadot ne le veut certainement pas. M. UDI, M. Lagarde, bon, c'est une force plus minime, mais enfin quand même, ne le souhaite pas non plus. Et vous savez, en vérité, si aujourd'hui le Rassemblement, enfin Madame Le Pen, ne dit plus qu'elle veut sortir de l'euro et de l'Union européenne, c'est principalement pour deux raisons. La première est qu'elle a compris qu'il n'y avait pas de majorité en France, absolument pas, pour sortir de l'Union européenne ou sortir de l'euro. Et la deuxième, c'est que elle sait bien, quoi qu'elle en dise, que le Brexit est un fiasco épouvantable pour les Britanniques et pour tout le monde. Mais d'abord pour les Britanniques. Et elle sait bien que les Français ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et son candidat a beau dire que il a dit ça pendant le débat épouvantable d'ailleurs organisé par France 2, épouvantable d'ennui, enfin une catastrophe, du non-journalisme absolu, mais bon, enfin bref. Et il a dit rapidement, avec très peu de conviction, que depuis le référendum sur le Brexit, on rasait gratis à Londres, mais il sait bien que ce n'est pas vrai. Il sait bien que ce n'est pas vrai. Juste une dernière question. En parlant de majorité, vous aurez la possibilité, avec En Marche, enfin avec la Renaissance, d'avoir une majorité au Parlement européen? Non, non. Non, non, je pense pas. Non, je pense que le groupe majoritaire restera le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite européenne, la démocratie chrétienne fondamentalement. Je pense que les socialistes, enfin les sociodémocrates du PSE, du Parti socialiste européen, resteront le deuxième groupe, mais je pense en revanche que la liste à laquelle j'appartiens est susceptible de former, avec d'autres, beaucoup d'autres, le troisième groupe au Parlement européen, et qui sera un groupe central, comme on dit. Et vous ferez quoi en tant que député si vous êtes élu? J'espère, mais ça n'est pas joué, hein, être à la commission des affaires étrangères, évidemment. Mais peut-être que je me retrouverai à la commission du balayage organisé, je ne sais pas. Et puis alors, une dernière chose pour terminer, on a des terminales dans notre classe, enfin même, qui vont voter pour la première fois. Ah oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous pouvez vous adresser à notre portable? Non, là, ici. Oui. Est-ce que vous pouvez vous adresser à eux et les combats, enfin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils aillent voter? Parce qu'on 26 mai. On a beaucoup d'élèves qui ne comptent absolument pas aller voter voilà. aux élections qui ne s'intéressent pas aux élections européennes, comme d'autres Français d'ailleurs, mais est-ce que plus particulièrement jeunes, qu'est-ce qu'ils je peux leur dire que les impôts de leurs parents et de leurs concitoyens, puisqu'ils ont maintenant 18 ans, leur ont payé des études, et que s'ils ne sont pas totalement idiots, ils peuvent lire quelques petites choses et se rendre compte que l'unité de l'Europe est une chose absolument fondamentale. Et que s'ils ne veulent pas lire, je me demande bien pourquoi il y a le droit de vote à 18 ans. Merci. Merci beaucoup. Merci.